On dit 10 minutes. Ok, merci, monsieur le président. Bonjour tout le monde. Je suis à vous, avec beaucoup de droits, de l'université Jean-Louis de Côte d'Ivoire. Pour ceux qui connaissent bien la Côte d'Ivoire, c'est à 125 km de la capitale politique, donc environ 400 km d'Abidjan. Alors, généralement, quand vous passez dans les rues à Abidjan, quand vous voyez deux jeunes discuter, je dis Abidjan, Yamoussoukro, Daloa, partout, vous allez entendre par exemple une expression, relation est mieux que diplôme. Alors, à force d'entendre ça, pourquoi ne pas interroger la littérature? Moi-même, je m'appelle Poku, ceux qui connaissent bien Laurent Poku, c'est un ancien grand footballeur. Avant de vouloir enseigner dans une université privée, quand je suis allé, je me suis rendu compte que le monsieur aimait vraiment le footballeur. Donc, il a pris mon dossier sans même chercher à avoir le contenu. J'ai dit, waouh, c'est bien intéressant ça. Donc, je me suis posé plusieurs questions. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas intégrer la littérature et voir ce qui se passe réellement? C'est pourquoi j'ai décidé de travailler sur le mode de recherche d'emploi. D'accord? Et voici ce mot, n'est-ce pas, donc, influence naturellement l'insertion professionnelle des jeunes diplômés. En allant encore plus loin, en essayant de voir par secteur d'activité. Alors, vous conviendrez avec moi que ces dernières années, naturellement, les perspectives d'emploi pour les jeunes sont devenues une source de préoccupation des décideurs partout du monde. Alors, l'un des défis, naturellement, dans cette quête, est de trouver un emploi en adéquation avec la formation. Parce que c'est vraiment un véritable problème. Formation, n'est-ce pas, donc compétence, adéquation, à tel enseigne que c'est devenu un vieux problème. Alors, pour surmonter, n'est-ce pas, donc ce problème, il y a plusieurs politiques dans tous les pays entiers. Sur le marché du travail, naturellement, si on prend le cas de la Côte d'Ivoire, depuis 1990, il y a des politiques, n'est-ce pas, donc d'emploi. En 1991, il y a eu le plan national de l'emploi. En 2009, il y a eu l'instauration de la mesure d'ordre fiscale, dont l'objectif est d'inciter, n'est-ce pas, donc, ce pays d'emploi. Depuis 2012, il y a eu encore d'autres mesures, mais malheureusement, vous allez voir que les jeunes ne connaissent pas, d'accord, tout ce dispositif. Il y a une asymétrie d'information. Par exemple, en 2013, il y a une étude qui a été faite par l'Institut national de la statistique. Cette étude a montré que 84,2% des diplômés du supérieur privilégient les réseaux de relations personnelles comme moyen de recherche d'emploi. Dans la littérature, d'autres études ont montré que lorsque les initiatives personnelles sont privilégiées par les chômeurs, pour trouver un emploi, les salaires sont bas. Parce que généralement, le chômeur, quand il est découragé, il finit par accepter son salaire, n'est-ce pas, donc de réserve. Alors, il est important donc de comprendre si le mode de recherche d'emploi influence l'insertion en Côte d'Ivoire, en tenant en compte cette fois-ci le secteur d'activité. Alors, donc, comme vous pouvez bien constater, l'objectif, naturellement, c'est de mettre en évidence les méthodes de recherche d'emploi privilégiées par les jeunes afin d'orienter les décideurs pour une meilleure prise en charge des diplômés de leur premier emploi. Alors, théoriquement, nous nous sommes appuyés sur le modèle d'emploi séquentiel de Montesquieu de 1986, que nous n'allons pas exposer ici. Mais à l'analyse, avec ce modèle, ce que nous avons constaté, c'est que le diplômé, dans certaines mesures, peut allonger la durée du chômage. Le premier cas, il profite, n'est-ce pas, de ses parents. C'est le cas, par exemple, chez nous, à cause de quoi, de ce que j'appelle la générosité des parents. Alors que dans d'autres pays, comme il y a d'autres mécanismes tels que l'allocation au chômage, un jeune qui va sur le marché du travail, il y a quelque chose qui est en descend, n'est-ce pas, donc ce qu'il aurait dû avoir en restant au chômage, il préfère, n'est-ce pas, donc rester au chômage. Il peut y avoir également le coût de la prospection, qui peut être un boulot de rendement. Dans ce cas, il faut naturellement des mécanismes d'aide. Donc vous conviendrez avec moi qu'à partir de là, il y a une possibilité, n'est-ce pas, donc de faire une analyse empirique compte tenu, n'est-ce pas, de ces mécanismes, peut-être que ça s'apparente à quoi au mode, n'est-ce pas, de prospection
d'emploi. Donc les diplômés recherchent alors un emploi en utilisant une méthode de prospection donnée. Comment ce mode de recherche d'emploi influence l'obtention d'un emploi en considérant les secteurs d'activité? Naturellement, nous avons, n'est-ce pas, dans plusieurs secteurs d'activité, le secteur de l'agriculture, le secteur, n'est-ce pas, du commerce, le secteur, n'est-ce pas, des services, et puis l'industrie. En réalité, la probabilité d'obtenir un emploi va dépendre de quoi? Du secteur d'activité, quel que soit le mode de prospection. Alors, il s'agit donc d'estimer les déterminants de la participation aux différents secteurs d'activité à l'aide de quoi d'un modèle logique multilinéaire de ce que nous n'allons pas exposer. Quand on regarde, n'est-ce pas, donc, les sources de données, il y a eu une enquête en Côte d'Ivoire, une enquête nationale sur la situation de l'emploi et du secteur informel. Nous avons exploité, n'est-ce pas, donc, cette source de données pour extraire 3197 diplômés de l'enseignement général et de l'enseignement professionnel. Tout de suite, quand on regarde les statistiques que nous présentons, on se rend compte que le réseau d'information personnelle est privilégié, 58%, comparativement aux autres méthodes de recherche. Alors, quand on regarde quelques résultats statistiques descriptifs, on se rend compte que 50,60%, peu importe, n'est-ce pas, donc, les diplômés utilisent, n'est-ce pas, dans les rémunérations personnelles comparativement aux autres méthodes de recherche. Alors, donc, un résultat économétrique que nous présentons là, ça veut dire que recourir au cabinet de placement, à l'agence, n'est-ce pas, donc, emploi jeune, au concours, c'est-à-dire les méthodes formelles, augmente la probabilité d'obtenir un emploi dans les services. Ces dernières années, les services sont naturellement se développent à Côte d'Ivoire, après, n'est-ce pas, donc, la crise, mais pour avoir, n'est-ce pas, donc, accès à un emploi dans les services, il faut passer, n'est-ce pas, donc, par les cabinets, il faut passer, n'est-ce pas, donc, par l'AIG. Comparativement aux autres secteurs où on utilise toujours le mode classique, c'est-à-dire les réseaux. Donc, une recommandation, c'est naturellement sensibiliser, n'est-ce pas, dans les jeunes diplômés de l'existence de ce que j'appelle les méthodes formelles de recherche d'emploi. Donc voilà brièvement ce que nous devons vous présenter ce matin. Merci. Juste une petite remarque. Quand je présente à mes étudiants, je leur dis voici la méthode la plus utilisée, la méthode formelle. Ça les frustre parce que c'est interprété comme étant, ça dépend qui tu connais, ce que tu pistonné sur le marché, alors qu'il y a toute une littérature maintenant qui dit avec les compétences, les soft skills, que les entreprises ne peuvent pas vérifier, que ne peuvent pas évaluer à travers un CV. Alors les méthodes informelles, c'est un moyen pour identifier les personnes selon certaines compétences. Et quand quelqu'un va référer quelqu'un sur certaines compétences, ça veut dire que c'est parce qu'il connaît la personne, c'est parce qu'il met sa réputation d'être celui-ci. Ça facilite même le match, mais ça ne veut pas dire que quelqu'un, juste parce qu'il a entendu ou bien il a un parent qui connaît l'emploi, qu'il va l'avoir. C'est qu'en lien avec les soft skills, que malheureusement on ne peut pas les évaluer à travers des méthodes classiques. Merci beaucoup. Alors on passe à la deuxième présentation. Ça va être les mythes au Maroc, étude exploratoire de Hasna Khalzi et Khadija Levi, professeur à l'université Hassan II de Casablanca. Le premier dossier. Voilà, le premier dossier. Oui, allez.
Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, honorable assistance. La communication que nous présentons aujourd'hui, Khadija et moi-même, est une étude exploratoire sur les NEET au Maroc, sur l'inclusion économique et sociale des jeunes NEET marocains. Donc d'abord, je définis qu'est-ce que ça veut dire NEET. C'est un acronyme qui désigne Not in Employment, Education or Training. Ce sont des jeunes âgés de 15 à 24 ans qui ne sont ni en éducation, ni en emploi, ni en formation professionnelle. On les appelle en français Nini. En Darija, il y en a qui les appellent Nini. Les Marocains peuvent comprendre ce que ça veut dire. L'exposé se déroulera selon la présentation et progression suivante. Premièrement, nous allons présenter le contexte de l'étude, une synthèse de la revue de littérature, desquelles ont émergé notre question et objectif de recherche. Donc après la présentation de la méthodologie adoptée, nous allons présenter quelques résultats et les discuter avant de conclure avec les limites et perspectives. Donc commençons par quelques constats. Premier constat, à ce jour, le Maroc compte 6 millions de jeunes âgés de 15 à 24 ans. Parmi ces 6 millions, on a 1,1 million qui sont en situation NEET et plus de 70% ont maintenu ce statut après 5 ans. Face à cette situation, le Maroc a pris des engagements en faveur des jeunes via la Constitution de 2011. C'est presque la première fois qu'on parle des jeunes dans la Constitution. L'adhésion du Maroc au programme de l'ONU avec l'agenda 21 et l'agenda 2030 en menant des actions et des programmes. Ces mesures pour améliorer l'emploi des jeunes restent limitées selon le Conseil économique, social et environnemental, ce qui a eu comme conséquence l'aggravation de la pauvreté et de l'exclusion des jeunes, et ce qui a donné naissance à quelques événements comme ceux des Husseima et du Jorada. Les recherches sur les jeunes en général et sur les NEET sont en progression, pas seulement au Maroc, mais au niveau international, donc ces dernières années. Notre revue de littérature s'est basée sur des études qui ont été réalisées entre 2014 et 2019. Donc sur ce tableau, vous pouvez voir, c'est un tableau panoramique sur la situation des jeunes dans 5 pays arabes de la Méditerranée, dans le cadre du projet Sahwa. Sur ce tableau, vous pouvez voir que les jeunes âgés de plus de 25 ans ont plus de chances de se retrouver dans cette catégorie que les autres tranches d'âge. Donc l'inégalité aussi, elle est relative au genre. Les jeunes femmes sont plus touchées que les jeunes hommes par ce phénomène. Donc si je fais un zoom sur la situation au Maroc, sur ce tableau. Pourquoi est-ce que j'ai commencé à l'année 2015? Parce que c'est à cette année-là que le Haut Commissariat au Plan a commencé à dégager cette catégorie de la population. Donc il y a une augmentation du taux NEET, mais dans une note d'information publiée conjointement entre le Haut Commissariat au Plan et la Banque mondiale, il y a avec une comparaison sur 2 décennies, de 1999 à 2019, il y a une baisse de ce taux de 8 points dû à l'amélioration de l'accès à l'école, l'allongement de la scolarité. 3/4 des NEET sont des femmes et il y a le maintien dans cette position, une étude qui a été faite par l'Observatoire national du développement humain, une étude longitudinale sur un panel entre 2012 et 2015, plus de 70% ont gardé ce statut. Donc je continue toujours sur notre revue de littérature. Les études de l'ONDH ont pu identifier 5 profils des NEET. Les études aussi de l'ONDH et du projet Sahwa. Avec ces études-là, donc on a pu dégager quelques facteurs qui sont un petit peu différents par rapport aux facteurs dans les autres pays. Donc principalement les facteurs individuels et les facteurs familiaux. Donc nous estimons qu'appréhender un phénomène revient tout d'abord à le comprendre. Donc comprendre un phénomène, donc c'est le comprendre par les causes, comme disait Domerson, et le traiter, c'est de revenir aux sources. Donc il faut qu'on revienne aux sources. Donc c'est dans cette optique-là qu'on a mené cette étude exploratoire. Donc déjà la première partie avec notre revue de littérature qui nous a permis de tracer en quelque sorte le portrait des jeunes NEET en termes de statistiques, en termes de profil et en termes de typologie, en termes de facteurs accroissant le risque de devenir NEET. Dans notre étude qualitative, nous allons essayer de comprendre et de dégager les causes
qui ont poussé ces jeunes à se retrouver dans ce statut et surtout de se maintenir dans cette catégorie et quelles solutions propose-t-il. Vous l'aurez compris, donc on a fait une étude qualitative auprès de 30 jeunes Casablancais en arabe dialectal. Après, on a fait la transcription, on a essayé de traduire. Donc la question, l'entretien démarrait avec une question ouverte. Quelles sont les causes qui vous ont conduit à cette situation? Donc nous avons établi une liste de thèmes qui ont servi de guide d'entretien. Donc l'État, le système éducatif, l'État, le statut économique, vous avez les donc, quand on a commencé à analyser les transcriptions, il y a d'autres thèmes qui ont émergé. C'est l'État, on a la doula, donc il y a toujours ce terme-là qui revient, le système éducatif, l'état moral des interviewés et les solutions qui ne viennent pas des mythes, mais ce sont des solutions qui sont attendues des tiers, notamment l'école, la famille et l'État. Donc, comme notre étude a des objectifs qualitatifs, on a gardé tous les thèmes qui ont été cités par les NIT et on a gardé aussi les relations qu'ils ont dégagées entre ces causes. Donc, notre échantillon se compose de 13 femmes et 17 jeunes hommes, dont 16 qui ont pu obtenir le bac. Donc, le bac au Maroc, c'est le diplôme du secondaire. Donc, ce n'est pas comme le bac au Canada. Donc, ce qui caractérise cette population, c'est que leur environnement familial, pour la majorité, il est caractérisé par la pauvreté et un faible niveau d'instruction des parents. Donc l'analyse des données nous a permis de dégager les causes de cette situation ainsi que les solutions que ces jeunes proposent pour s'en sortir. Donc je cède la parole à Khadija, mon amie, pour présenter les causes relevées lors de notre étude qualitative. Oui, bonjour tout le monde. Alors concernant les causes, on en a 5 en tout, 5 principales causes. Alors, c'est déjà l'insuffisance de leur niveau socio-économique, les défaillances du système éducatif, le manque d'emploi, l'indifférence de l'État et l'état moral à dominance négative. Concernant le niveau socio-économique, comme l'a dit Hesna, ce sont des familles qui sont caractérisées par la pauvreté et le faible niveau d'instruction, si ce n'est pas l'analphabétisme carrément. Et donc, ces jeunes disent de leurs parents qu'ils ont été et qu'ils sont toujours incapables de les orienter dans leurs études. Ils ne les ont pas encouragés ni à s'intéresser à leurs études, ni à les poursuivre. Ils ont manqué de fermeté dans leur éducation, ils ont été trop permissifs. Ils ne les ont pas soutenus moralement, ils leur font constamment des reproches quant à leurs échecs, quant à leur manque de volonté et dépendance surtout financière. La deuxième cause qui concerne le système éducatif. Alors, les NIT que nous avons interviewés expliquent leur situation de décrochage scolaire ou de l'absence des diplômes au niveau secondaire ou post-secondaire par d'abord un enseignement fondamental problématique, manque de compétences pédagogiques et du sérieux des enseignants, un règlement interne défaillant, l'absentéisme des enseignants et l'indiscipline, des diplômes de formation professionnelle sans valeur, surtout quand ils sont partis pour les présenter lors d'entretiens d'embauche, manque d'orientation et d'information durant leur cursus scolaire, puisqu'ils se sont mis dans des formations comme ça, au pif, et puis ils ont abandonné ou ils ont échoué, ils se sont réengagés, abandon, échec et rebelote. Donc c'est un système privé onéreux. Quand ils se sont tournés vers le privé pour avoir un diplôme plus consistant ou plus solide, ça a été trop cher pour eux. La troisième cause qui concerne les compétences professionnelles et le marché de l'emploi, nos NIT déclarent ne pas trouver d'emploi ou ne pas pouvoir se maintenir en poste pour les causes suivantes. Manque de compétences. On les a d'ailleurs vus tout à l'heure avec tous nos collègues. C'est le manque de compétences professionnelles. Donc déjà, le non-appareillement des études avec le marché de l'emploi. Puis le manque d'expérience au pré-embauche ou stage préparant à la vie professionnelle. Ils voudraient plus que ce soit au niveau des études où il y ait cette alternance pour pouvoir avoir un peu l'expérience de la vie professionnelle. L'insuffisance des rares diplômes universitaires et professionnels délivrés par l'OPPT, le manque d'aide et de coups de piston, le manque de compétences en soft skills, le refus d'accepter n'importe quel boulot pour commencer, la précarité des petits boulots et emplois temporaires qui sont trouvés par le biais de l'agence de la formation ANAPEC, et la discrimination vestimentaire, surtout qui concerne les filles par rapport au port de leur foulard ou ce qu'on appelle le voile. Concernant la cause inhérente à l'État,
Alors, l'État est considéré comme responsable des défaillances du système éducatif et aussi du marché de l'emploi, et il est accusé surtout d'indifférence vis-à-vis de la situation de Sénit. Pour l'État moral, on l'a gardé en dernier lieu, parce que d'abord, ça a été la conséquence de toutes ces conditions vécues, et puis c'est devenu une cause qui les a tout simplement fait, qui a causé la perte de tout intérêt, soit pour une nouvelle formation, soit pour faire encore un essai, une tentative pour aller vers l'emploi. Et deux sentiments qui sont apparus dont ont été la proie ces jeunes-là, c'est la culpabilisation vis-à-vis de la famille, et la victimisation. D'abord, ils culpabilisent parce qu'ils voient qu'ils ont déçu la famille, qu'ils sont toujours une charge, et puis ils disent non, mais c'est à cause d'eux, c'est à cause de la famille qu'on n'a pas pu aller plus loin, c'est à cause du système éducatif, de l'école, c'est à cause de l'État. Donc il y a cette lutte entre les deux sentiments. Troisième sentiment perçu, et c'est genré aussi, ce sont les filles qui l'ont le plus ressenti, c'est la résignation, un peu de fatalisme dans leur attitude. Elles se sont dit, bon, puisqu'on n'a pas trouvé un emploi, on n'étudie pas, on reste à la maison, on fait le ménage, et on attend que d'être sauvé par le mariage. Voilà, pour les solutions avec la business. Merci. Donc rapidement, les solutions, vous l'aurez compris, ça vient des causes. Donc les deux premières solutions par ordre de priorité que les jeunes proposent, c'est le projet personnel et l'immigration. Mais pour ces deux, ils déplorent le manque de moyens, vu la situation socio-économique de leur famille, et pour l'immigration, bien sûr, le manque d'éligibilité, ce qui les pousse à penser à l'immigration clandestine. Il y en a qui sont déjà passés à l'acte. Donc les solutions, ils attendent que la famille soit plus ferme, plus exigeante, surtout pour les rendre autonomes, responsables. Pour l'école, ils attendent que l'école reprenne son rôle de formateur et d'éducateur, parce que le laxisme dont on a parlé tout à l'heure, donc ils veulent que l'école soit aussi, qu'il les dote de moyens pour améliorer leur employabilité en termes de contenu plus pratique, surtout la langue française. Tout à l'heure, j'ai posé la question par rapport à la langue française pour nos voisins, je pense, de la Guinée. Nous, c'est la langue avec laquelle on enseigne dans le supérieur. On a un licencié qui ne sait pas parler en français, qui ne comprend pas français. Donc, et le rôle aussi de l'État, pour les jeunes qu'on a interviewés, c'est le coupable numéro 1, parce qu'il est à l'origine de tout ça. Donc il demande à ce que l'État réforme d'urgence l'éducation, et surtout qu'il améliore la formation professionnelle. Tout à l'heure, on avait un exposé sur la formation professionnelle. On avait une formation professionnelle de qualité qui s'est dégradée parce qu'on a augmenté le nombre, l'effectif des jeunes. Donc aussi, on demande à l'État, est-ce qu'il aide à la création d'emplois en encourageant les investissements étrangers et l'entrepreneuriat des jeunes. Donc les limites, vous les connaissez, toutes les limites relatives à l'étude qualitative en termes d'interprétation. Aussi, c'est du déclaratif. Et aussi, on s'est limité à la région, à la ville de Casablanca par manque de moyens et de temps. Et pour les perspectives, tout ce qu'on a cité, qu'elles soient causes ou solutions, donc ça peut être aussi une perspective de travail. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. C'est très intéressant comment une analyse comme ça approfondit une recherche qui dit que ça va être affecté par la probabilité de recevoir une offre d'emploi ou bien une probabilité d'accepter une offre d'emploi. Et ce que vous avez présenté, vraiment, ça va dans les détails des deux facteurs. En fait. Merci beaucoup. Alors, on passe à la troisième présentation. Attentes professionnelles et conditions de travail. Quelle préférence pour les nouvelles générations sur le marché du travail? Ça va être présenté par Abdelhadi Neji, professeur de l'Université de Québec à Trois-Rivières et Québec. Monsieur, je voudrais savoir pourquoi on listait sur les présentations. Non. Je vais écrire rapidement. J'ai fait une allergie, donc je suis un peu dans les bains. Vous êtes Wafat? Oui. Vous allez être Oui, je fais ça. Donc je suis programmée après la suite. Oui. C'était juste pour vous informer que j'étais. Désolée.
Le président n'a pas pris les présences. Hein. Non, j'ai compris. Ne vous inquiétez pas, vous avez vu le pavé. C'est pas le corona. Oui. Alors, merci Monsieur le Président, merci de votre présence. Mon nom est Abdoulaye Adinaji, je suis professeur à l'Université de Québec à Trois-Rivières au Canada. J'ai une collègue avec moi ici que je savais que vous présentez Ida Rousselet, une doctorante chez nous, Mme Nina. Je vais vous présenter les résultats d'une recherche faite par une de mes étudiantes qui ne pouvait pas malheureusement se présenter, qui s'appelle Marie-Ève Trouty-Bédard, sur les attentes professionnelles et les conditions de travail, quelle préférence pour les nouvelles générations sur le marché. C'est une réalité c'est un travail qui porte d'abord sur une réalité toute particulière, celle du Québec, du Canada, qui est pas mal différente de notre réalité ici sur le marché marocain CNCR ou le marché africain de façon générale. Réalité marquée par le vieillissement de la population, par le retrait tardif du marché de travail des gens qui atteignent 60 ans, 65 ans, qui continuent à travailler par besoin des entreprises et non pas par besoin de ces personnes-là. Et tout cela fait en sorte que les entreprises se trouvent avec, une fois dans l'histoire de l'humanité, les entreprises se trouvent avec 4 générations sur le marché du travail. 4 générations, c'est-à-dire ceux qui sont supposés être à la retraite continuent à travailler, et les plus jeunes arrivent sur le marché du travail, et la littérature nous informe que entre ces 2 générations, ceux qui arrivent et ceux qui sont déjà sur le marché du travail, il y a 2 autres générations qui ont des caractéristiques tout à fait différentes. Alors, dans un marché du Maroc qui s'en va vers cette situation dans les années à venir aussi, parce que je ne sais pas si on a accès à Internet ici. Bon, je vais vérifier tout à l'heure. La réalité, c'est que on va vivre un manque de relève dans les organisations, et le manque de relève, puisque le Québec vit depuis 3 années à peu près maintenant, on n'arrive pas à trouver des employés pour travailler. Contrairement à ce qui a été présenté ce matin, les problèmes du chômage qui s'aggravent, là-bas on ne trouve pas de la main-d'œuvre. On va chercher des employés ailleurs, des gens qui parlent ni français ni anglais, mais qui sont fonctionnaires. On va les engager, on a même parmi la population canadienne, québécoise, il y a des gens qu'on appelle les analphabètes fonctionnels, qui représentent, écoutez-moi bien, 51% de la main-d'œuvre québécoise, pour le moment. Des gens qui sont analphabètes fonctionnels, qui travaillent, qui sont fonctionnels, qui sont productifs, mais qui sont considérés sur le plan de la littératie, numératie, sont considérés des analphabètes. Bref, la réalité du marché du travail n'est pas nécessairement différente d'un pays à l'autre, mais les problématiques en matière de relations de travail, en matière de relations d'emploi sont pas mal similaires. Si une réalité a commencé là-bas parce que la population a vieilli plus vite ici, les sondages ont montré que la population marocaine commence à vieillir à son tour, et seulement avoir les réformes qu'on fait au fonds de pension, aux caisses de retraite, on peut comprendre que les personnes qui travaillent deviennent moins, qui cotisent à ces fonds de retraite sont devenues beaucoup moins importantes que dans le passé, et les retraités deviennent de plus en plus nombreux. C'est d'ailleurs la cause principale pour laquelle on change ces fonds de pension. Alors regardez, selon Statistique Canada, le Québec, en 2013, le taux global d'activité était de 65%. Il va être en 2031 sur 58%, pour tout le Canada 65, 65%, en 2013 ça va aller à 62, c'est-à-dire il y aura beaucoup moins de gens sur le marché du travail qui vont être bien sûr sur la retraite. Alors, ce tableau pour vous montrer un peu les pourcentages des différentes générations sur le marché du travail, le rapport de dépendance démographique, c'est-à-dire on fait la somme des moins de 15 ans plus les 65 ans et plus, on divise le taux sur la population active, de 20 à 64 ans, 60. En 2013, il est de 45%. En 63, ça va être 69, autour de 61, 70%, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup moins de gens sur le marché du travail. Et tout cela a commencé à se faire ressentir
déjà au Canada comme au Québec, les entreprises trouvent les moyens pour pouvoir garder ceux qui veulent partir et aller chercher d'autres. Et lorsqu'il y a moins d'offres sur le marché du travail, le problème n'est pas seulement d'aller chercher, mais en même temps de garder ceux qui travaillent pour vous, c'est-à-dire la rétention des emplois. Le travail de Marie-Ève portait sur l'analyse de ces transformations démographiques pour dire comment ces transformations démographiques et le vieillissement de la population, les départs massifs à la retraite, plus de 30% des postes au Québec seront vacants d'ici 2030. Et il y aura un manque de la relève, on le ressent déjà présentement, croissance économique soutenue, une situation de plein emploi au Québec depuis quelques années maintenant. Le chômage est à son plus bas niveau depuis plusieurs décennies. La situation est beaucoup plus belle là-bas, mais les problèmes qui se posent, c'est qu'il y a plein d'entreprises maintenant qui vont commencer à réduire le nombre d'heures de travail ou à fermer carrément leurs portes, tout simplement par manque de main-d'œuvre, par manque d'emploi. Chose qu'on commence à observer de plus en plus au Canada. Alors, il y a présence de 4 générations sur le marché du travail. Comment attirer ces 4 générations et comment les retenir dans nos entreprises rapidement? Il faut connaître leurs attentes, se donner les moyens de gérer les différences s'il y a lieu et s'assurer de bien gérer la cohabitation entre ces différentes générations sur le marché du travail. Un employé de 25 ans ne pourrait pas être satisfait par les mêmes mesures, par les mêmes décisions qui vont être prises par son supérieur, comme un employé de 60 ans ou comme un employé qui commence à peine sa carrière. Donc, les attentes professionnelles diffèrent d'une génération à l'autre. Je vais vous passer directement ce que nous dit la littérature, plusieurs auteurs et des différentes générations veut dire différentes valeurs, et puisqu'ils sont nés dans des contextes différents, ils ont un rapport différent à la technologie, au sens du travail, à l'autonomie, est-ce qu'elle est importante à leurs yeux ou pas, l'autorité, est-ce qu'ils acceptent facilement l'autorité des supérieurs, l'autorité de leur organisation ou pas, et comment ils envisagent leur carrière. Juste pour vous situer, les générations dans la littérature sont déterminées en fonction de leur date de naissance. Donc, ce qu'on appelle les baby boomers, c'est les gens qui sont nés en 1942, entre 42 et 64, c'est-à-dire les 55 ans et plus maintenant. La génération X sont nés en 65 et 80. Moi, je fais partie de ces générations. Je suis né en 1980. J'essaie de me rajeunir un petit peu. Ça va? La génération Y, 81, 94, et Z, c'est la nouvelle génération qui vient sur le marché du travail, qui sont nés après 1995. Alors, la littérature rapidement, qu'est-ce qu'il nous dit sur les baby boomers? Ceux qui commencent à prendre leur retraite, ils sont nés dans un contexte florissant, la croissance économique après-guerre en Occident. Ils voyaient l'avenir comme étant optimiste, un grand respect pour l'autorité et la hiérarchie. Ils sont loyaux à leurs entreprises et ils ont une obsession pour le travail. Le travail passe avant tout pour cette génération. Ils prennent l'ancienneté, ils recherchent des promotions pour démontrer leur talent et leurs principales valeurs, l'optimisme, la rigueur, l'autorité, l'esprit d'équipe, l'empathie, la loyauté et la jeunesse également, et la gratification personnelle. Et je souligne bien que je parle d'un contexte beaucoup plus occidental que le contexte marocain, c'est sûr que c'est très différent. La génération X, contexte de crise et précarité d'emploi, après les 2 chocs pétroliers, bien concilier la vie privée et la vie professionnelle, ils sont sceptiques, ils sont à la recherche de défis, croient en eux plutôt qu'aux organisations, et ils désirent participer à la prise de décision, ils remettent en question le pouvoir associé à l'autorité ou aux décideurs de leur entreprise. Et l'équilibre travail-famille est fondamental à leurs yeux parce qu'ils sont nés d'une famille où les 2 parents étaient sur le marché du travail. La génération Y, la 3e, qui est encore sur le marché du travail, c'est une qu'on appelle génération d'enfants rois, avec la révolution médiatique, l'économie du savoir et la prédominance du stress dans le milieu du travail. Le travail doit avoir un sens à leurs yeux pour qu'ils puissent rester chez un employeur. La carrière se cherche pour eux dans un équilibre travail, famille, loisirs,
ils recherchent la rétroaction immédiate et ils ont un sentiment accru d'employabilité. On en a parlé ce matin d'employabilité. Qu'est-ce que ça veut dire l'employabilité? C'est d'améliorer ses compétences et la capacité de se trouver un emploi, tout simplement sur le marché du travail. Plus on s'améliore, plus on développe nos compétences, plus on serait capable de trouver du travail facilement. La génération Z, la nouvelle sur le marché du travail, est née dans un contexte de bouleversement planétaire. Toutes les crises qu'on connaît présentement de réchauffement de la planète, les attentats du 11 septembre et la période qui en a suivi sont toutes des événements qui marquent cette génération. Bien sûr aussi, on le subit tous, les technologies d'information deviennent une partie prenante de la réalité de tout le monde. Niveau élevé d'éducation, facilité d'accès au marché du travail pour cette nouvelle génération, toujours dans un contexte canadien. L'entrepreneuriat est une caractéristique importante pour cette génération. Je vais rapidement passer comment elle considère les carrières. On va passer ça. On a fait une recherche qualitative auprès de 35, l'étudiante a rencontré 35 personnes issues de ces 4 générations, 10 de la génération des baby boomers, 10 de X, Y et 5 de la Z. 60% des participants étaient de sexe féminin, ils viennent de secteurs différents. Les résultats sur les salaires et conditions de travail, c'est important pour les 4 générations, mais les baby boomers désirent un bon salaire. Les XY veulent des bons salaires, mais cherchent à s'épanouir professionnellement, alors que les baby boomers, ils travaillaient uniquement pour gagner de l'argent. Les Z veulent avoir de bonnes conditions de travail, et les 3 générations les plus jeunes ne sont pas attirées par les meilleurs fonds de pension ou les caisses de retraite. La sécurité de travail, pour ce qui est de la sécurité de travail, les plus jeunes, ce n'est pas une valeur fondamentale à leurs yeux. À vous changer de travail, comme changer de chemise, est une façon toute normale pour les plus jeunes, alors que les plus âgés, la loyauté est fondamentale à l'entreprise, à l'équipe de travail. Les résultats montrent une recherche d'équilibre chez certains baby boomers. On a les résultats de l'analyse du contenu fait par l'étudiante montrent que même parmi ceux qui vénéraient le travail, une fois qu'ils ont eu des petits-enfants, ils ont commencé à trouver un plaisir à se retrouver en famille et à chercher cet équilibre entre le travail au lieu de continuer à être des bourreaux du travail. La reconnaissance au travail, la rétroaction, les Z apprécient les reconnaissances, mais moins que les Y. Donc, comment est-ce qu'on reconnaît, quel type de rétroaction on attend des autres? Les plus jeunes, ils veulent que leurs collègues apprécient le travail. Ils ne s'attendent pas à ce que le supérieur apprécie leur travail. Pourquoi? Parce que les baby boomers, lorsque leur travail a été apprécié, ça veut dire qu'ils ne vont pas perdre leur emploi. Ça veut dire que l'employeur les aime, il va les garder jusqu'à leur retraite. Alors que les plus jeunes, ils cherchent une forme de gratification continue et plus à long terme. Le succès en carrière, on va passer ça. La motivation au travail, Monsieur le Président, vous étiez dur. Moi, je vous ai donné 15 minutes ce matin. Alors, brièvement, sans aller dans ce détail, les employeurs doivent faire un effort pour trouver les moyens de motiver la jeune génération comme ils l'ont fait pour les plus âgés. Et s'il y a plusieurs générations sur le marché du travail, ils doivent se donner des outils d'intervention pour permettre à toutes ces générations, surtout dans un marché de plein emploi comme celui canadien présentement, pour pouvoir les garder, les satisfaire et les motiver pour donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est un message vraiment important à retenir de cette présentation-là, c'est la notion de diversité. C'est qu'au sein d'une entreprise, maintenant, gérer des personnes de différentes générations, hommes, femmes, minorités. Et ce qu'on apprend aux étudiants, c'est que toutes les pratiques qu'ils ont apprises dans silo, ça ne fonctionne plus. Il n'y a plus des pratiques one size fits all pour tout le monde bien politique. Et ce qui remet en question un peu la formation universitaire, c'est qu'on forme des gens qui pensent, parce que dans ce contexte-là, pour gérer cette diversité, il faut créer, il faut innover. Et cette innovation, cette création-là, c'est ça le rôle de l'université, de développer ses penseurs. Et ce n'est pas juste pour former des personnes pour les classer, c'est juste un message très important à retenir. Alors on passe à la 4e présentation.
Wafia. L'importance de la maîtrise de la langue française dans l'insertion professionnelle au Maroc. Excusez-moi, je voudrais juste... là, je vois rien. Est-ce que vous pouvez m'aider? C'est le deuxième. Oui. Le deuxième, oui. Mais je ne sais pas comment... Celui qui est perdu. Voilà, elle ne marche pas. Il faut peut-être un petit peu. La connexion, Elle est là. Elle est là. Ok, merci monsieur. Ben moi je vais essayer de vous faire revenir au Maroc et essayer de contenir nos jeunes Marocains dans leur pays. On va essayer de voir un peu ce qui se passe, quel est le lien qui existe justement entre la maîtrise de cette langue française et l'insertion professionnelle des jeunes. Alors rapidement, monsieur le président, j'imagine que j'ai 10 minutes, mais là il a dépassé monsieur les 10 minutes. Hein. Avec toutes les prolongations. Hein. C'est ça la partie négociable. D'accord. Alors ne vous en faites pas, je négocie bien. Donc je disais que l'objectif de notre communication est justement d'établir ce lien entre le chômage des jeunes et la maîtrise de la langue française. Alors, comment allons-nous... Oh là là. Je déteste la souris. Voilà, merci monsieur. Merci, vous êtes comparé à moi. Ah ben oui, là je suis loin de vous, ça c'est clair, je ne suis pas folle là. Parce que là j'aurais besoin de vous pendant toute mon intervention. Ça me fera plaisir. Et là ça ne marche pas non plus. La souris Ah d'accord, ok, ça fait. On n'aurait pas besoin de souris. Alors, je disais que l'objectif de notre communication était justement d'établir ce lien entre quoi et quoi? Entre la maîtrise de la langue française et le chômage des jeunes. Alors je vous rappelle rapidement que le Maroc s'interroge aujourd'hui, vous le savez très bien, sur son nouveau modèle de développement et qu'au centre de tout processus de développement, il y a cette jeunesse avec ses compétences, son énergie, sa créativité qui va contribuer justement à modifier la vie économique et sociale. Donc, vous saviez bien, et là je voudrais juste reprendre ce que vous avez dit, monsieur, au Maroc, nous bénéficions de ce qu'on appelle l'aubaine démographique. Malheureusement, les pays asiatiques l'ont saisi, le Maroc ne l'a pas saisi, et cette aubaine démographique, elle va prendre fin en 2035, c'est du gâchis, on n'en a pas. Les miracles asiatiques, les pays asiatiques se sont développés justement grâce à cette aubaine démographique, et les jeunes ont contribué au processus de production, ce qui n'est pas le cas malheureusement, et nous allons expliquer le pourquoi des choses. Pourquoi? Parce que les jeunes Marocains en âge de travailler, ils subissent un chômage de masse. Donc certains auteurs, comme vous le connaissez, Bloom, ils font le lien, ils établissent un lien étroit entre la transition démographique et l'expansion économique dans les pays de développement. Malheureusement au Maroc, les chiffres concernant la jeunesse marocaine sont accablants, pour ne pas dire, ils sont accablants, comme vous pouvez le constater. Nous avons 30% des jeunes qui sont âgés entre 20 et 25 ans entre 15 et 24 ans qui sont dans une situation de désœuvrement, carrément, désœuvrement. C'est-à-dire qu'ils n'ont ni formation, ni emploi, les fameux mythes dont a parlé madame. Donc, cette aubaine démographique, je disais que c'est une aubaine qui n'a pas épargné les jeunes diplômés. Le diplôme ne protège pas forcément contre le chômage. Nous avons des licenciés ici présents dans nos universités qui sont plus touchés par le chômage que les non-diplômés. Donc des statistiques ont prouvé cela. Nous avons des licenciés, des titulaires de master, ils sont 20%, ils représentent un pourcentage de 20%, les diplômés. Donc la qualité de la formation qui est dispensée aux jeunes est un facteur déterminant de l'employabilité que vous avez parlé tout à l'heure et qui malheureusement on ne la retrouve pas. Il y a une étude qui a été faite, une enquête qui a été faite par le PNEA, qui est le Programme national d'évaluation des acquis scolaires au Maroc, et cette étude a révélé que les élèves qui sont âgés de 15 ans
inscrits dans le public maîtrisent à peine 32% des compétences qui sont visées par le programme de français. Donc en fait, la maîtrise de français s'avère être un facteur d'inégalité sociale. Donc où vous maîtrisez le français et donc vous pouvez avoir un emploi, auquel cas ça risque ça vous empiète sur votre problème d'employabilité. Donc dans le secteur, si on compare le public avec le secteur privé, on se rend compte que dans le secteur éducatif privé, le taux d'acquisition est de 2 fois plus important et plus élevé. Il est de l'ordre de 65%. Pourquoi? Parce que dans le privé, la langue française, elle est enseignée correctement. Alors quelle est l'origine de ce problème? Quelle est l'origine? Eh bien, l'origine de ce problème, c'est le faible niveau de linguistique des enseignants. Il y a des tests de positionnement qui ont été réalisés par certaines universités marocaines et qui ont révélé que 70% des bacheliers avaient un niveau débutant de A1 ou A2. Alors, je vous dis que, en fait, voilà ce qui se passe dans le monde. On prend les étudiants, il y a 3 niveaux, il y a le A, il y a le B, il y a le C. Et dans chaque niveau, dans le A, il y a le A1 et le A2, dans le B, il y a le B1 et le B2, et dans le C, il y a le C1 et le C2. Alors, les tests de positionnement qui ont été réalisés dans certaines universités marocaines, en l'occurrence Mohammedia et autres, ont révélé que imaginez, 70% des bacheliers ont un niveau débutant A1 ou A2 en langue française. Alors pourtant, dans leur scolarité, bon, certains disent « Ah, parce qu'ils ne font pas assez de français ». Non, non. Lorsque vous analysez le nombre d'heures de français dispensées dans le secteur public, eh ben, c'est des gens qui bénéficient de 1500 heures de cours de français. Donc c'est un volume horaire qui est en principe suffisant pour atteindre un niveau avancé en langue C1 ou C2. Donc on ne peut pas dire que c'est le nombre d'heures de français qui fait défaut. Alors si ce n'est pas le nombre d'heures, le volume horaire qui fait défaut, comment peut-on expliquer cette faiblesse de l'assimilation de la langue française? Alors le faible rendement du français dans le système éducatif marocain peut s'expliquer par le fait que les enseignants eux-mêmes, et cela ça a été révélé également encore par un test, ne maîtrisent pas la langue française. Donc les professeurs de français au Maroc ne maîtrisent pas le français. On leur a fait un test, l'ONDH leur a fait un test qui est un organisme marocain en 2016. Il a montré que 0% des enseignants du primaire avaient réussi le test de compétences. Imaginez, ils ont détecté moins de 80% d'erreurs. On leur a donné des textes avec des erreurs et ils n'ont pas réussi, les professeurs de français n'ont pas réussi à détecter les erreurs. Donc la maîtrise de français a un impact fort, comme l'a rappelé monsieur, sur l'employabilité des jeunes. Donc cette maîtrise défaillante va se traduire par 2 impacts, 2 influences négatives. 1, la réussite universitaire et l'adéquation avec la demande des entreprises. Alors au Maroc, le français, il est considéré comme la langue, vous le savez très bien, professionnelle au sein de l'entreprise. Tout se fait en français, les communications écrites, les contrats, les présentations formelles, etc. Donc les entreprises exigent très souvent une bonne maîtrise du français pour les postes d'encadrement, ce qui n'est pas le cas. Quand vous voyez, vous présentez un CV, le CV est en français, vous êtes dans un test de recrutement, cela se fait en français. Donc les secteurs les plus pourvoyeurs d'emploi au Maroc, à savoir l'ingénierie, l'offshoring, etc., l'automobile, l'aéronautique, les métiers mondes, eh ben, c'est des gens qui exigent des niveaux très importants en français. Ils requièrent donc la maîtrise du français. Alors, sur le plan empirique, que peut-on dire? L'importance du français, elle a été validée dans plusieurs études empiriques et économétriques sur les données marocaines. Il y a 2 Marocains, Ibourg et Berili, en 2019. Et sur la base d'un échantillon de 1600 diplômés de l'université publique marocaine, ils ont analysé plusieurs déterminants de l'insertion professionnelle. Alors, quelle a été leur principale conclusion? C'est que les lauréats qui ont un taux élevé d'insertion professionnelle doivent une partie de leur insertion à leur expérience en termes de stage, à leur maîtrise de la langue française. Donc la langue française est un des 3 critères qui ont été retenus par ces 2 auteurs qui ont fait cette étude sur le cas marocain. Bien sûr, à côté de ça, il y a le niveau d'éducation de la mer, l'environnement, mais toujours est-il que la maîtrise de la langue française est un facteur fondamental. Alors, quelles sont les conclusions et les recommandations que l'on peut faire, compte tenu de ce lien entre la maîtrise du français et donc l'insertion professionnelle? Eh ben, on remarque que la non-maîtrise de la langue française par les jeunes Marocains pénalise leur insertion professionnelle, c'est un facteur
pénalisant. Alors que faire? Il y a de fortes actions qui peuvent améliorer leur employabilité, parmi lesquelles, première action, il s'agit de mettre en place des mécanismes de remédiation et de soutien en langue française à tous les niveaux d'enseignement, du primaire à l'université, au sein des établissements d'enseignement, mais aussi par le biais des structures associatives et donc de proximité. Deuxièmement, deuxième recommandation, il s'agit de revoir tous les critères de sélection des enseignants pour s'assurer de leur maîtrise de la langue vivante enseignée. Malheureusement, les professeurs de français ne maîtrisent pas le français, comme nous l'avons vu tout à l'heure par des tests qui ont été faits par des organismes marocains. Essayer de remettre les enseignants en une mise à niveau des enseignants en activité. Et enfin, nous proposons d'exploiter les possibilités des nouvelles technologies éducatives pour essayer d'exposer les apprenants à des contenus logistiques et des multimédia de qualité. Je vous remercie, j'ai été dans les normes. On passe à la dernière présentation, l'insertion professionnelle des jeunes au marché du travail. Khaoula Benani et Khaled Ayed de l'Université Hassan II. Doctorante de l'Université Hassan II de Casablanca. J'ai l'honneur de vous présenter mon collègue et moi, une communication qui s'articule autour de l'insertion professionnelle des jeunes diplômés au marché du travail et le rôle de la gouvernance universitaire. Face à une demande pressante des diplômés et des divers secteurs de l'économie et du marché du travail, l'enseignement supérieur et surtout les universités doivent répondre à ces demandes diversifiées. En effet, les lauréats et leurs familles aspirent à ce que les études universitaires constituent un tremplin pour l'insertion dans la vie active, alors que les entreprises attendent que l'enseignement supérieur fournisse une main-d'œuvre qualifiée et donc d'emblée professionnelle. Dans ce sens, la question qui se pose, dans quelle mesure les formations universitaires marocaines permettent-elles de répondre aux attentes du marché du travail? Tout d'abord, on va voir le lien entre la formation et l'emploi, les caractéristiques du marché d'emploi au Maroc, le rôle de la gouvernance universitaire dans l'adéquation entre la formation universitaire et l'exigence du marché du travail. Enfin, on va voir les politiques de formation adoptées face au changement des métiers d'emploi. Pour le lien entre formation et emploi, c'est depuis les années 1990 que les recherches se produisent autour de la liaison entre la formation et l'emploi. C'est en 2006, Vincent a introduit la logique adéquationniste entre formation et emploi, qui permet d'inclure les formations dans le cadre, dans une logique de la division du travail. Le processus est de déceler les emplois qui occupent une place précise dans une structure, identifier par la suite les aptitudes nécessaires pour acquérir ces emplois et par conséquent concevoir la formation correspondante. Alors qu'avec les transformations technologiques et législatives, ceci a permis l'apparition de nouveaux métiers, donc de nouvelles formations, ce qui a permis de relâcher l'hypothèse adéquationniste entre formation et emploi pour s'intéresser plus aux compétences qui seront acquises dans les différentes formations et requises pour les différents emplois. Passons maintenant aux caractéristiques du marché d'emploi marocain. Selon les données du Haut Commissariat au Plan de 2019, le marché du travail marocain se caractérise par un taux d'activité qui demeure faible, de 45,5% en 2019. Il a enregistré une légère baisse de 0,2 points entre 2018 et 2019. Ceci est dû principalement à la croissance de la population en âge de travailler par rapport à 2018, à un rythme plus important de plus 1,6%. Le marché du travail marocain est caractérisé également par un taux de chômage élevé de 9,2%, un taux de chômage qui est touché
principalement par les jeunes âgés de 15 ans et plus, et par les diplômés respectivement de 25% et de 16% en 2019. A noter également que le Haut Commissariat au Plan avance que le taux de chômage croît avec le niveau de qualification. Il passe de 3,1% pour les jeunes n'ayant aucun diplôme à 21,6% pour celles ayant un diplôme supérieur et à 23,6% des diplômés de la faculté. Ce chômage peut être expliqué par les difficultés pour les jeunes d'entrer dans le marché du travail, ce qui nous mène vers un phénomène de déclassement, voire même de surclassement. Et le chômage est dû également à l'inadéquation entre la formation et l'emploi, qui parmi ses principales causes, on trouve la mauvaise gouvernance du système universitaire, un point très important qui a été négligé, qui va être présenté par M. Ayed Khalid. Je cède la parole. Merci, Paula. Donc, dans cette partie, je vais essayer de mettre l'accent sur le rôle de la gouvernance universitaire dans l'adéquation entre formation et emploi. En effet, traditionnellement, les diplômés d'enseignement supérieur ont pu bien sûr décrocher les meilleurs jobs, avec les meilleurs salaires bien sûr, mais actuellement, on assiste à certaines difficultés pour l'accès au marché du travail. Alors, avec bien sûr avec les changements dans l'environnement socio-économique, technologique, mais aussi avec la complexité croissante du marché du travail, ainsi de suite. Alors, la question qu'on va poser, quelles sont les raisons de l'inadéquation des diplômés ou bien des diplômes avec les besoins du marché du travail? Certainement, il y a plusieurs facteurs, mais moi je vais donc focaliser sur un facteur qui est bien sûr la gouvernance. Malheureusement, c'est peu traité d'ailleurs dans la littérature économique marocaine, c'est la gouvernance universitaire et sa relation bien sûr avec l'insertion des jeunes emplois. Alors, si on examine donc les programmes officiels ou bien les programmes universitaires, on va assister donc qu'il y a un écart entre programmes officiels et programmes effectivement donc réalisés. Je m'explique, donc nous avons donc les programmes officiels qui sont d'ailleurs sont organisés par les cahiers des normes pédagogiques nationales, dans lesquels bien sûr on décrit donc l'organisation de la filière, donc le nombre de modules enseignés, le volume horaire assigné à chaque module, ainsi de suite. Mais dans la réalité, bien sûr, on trouve d'autres choses, c'est-à-dire on assiste souvent malheureusement à un volume horaire beaucoup plus inférieur à celui indiqué sur le cahier de normes pédagogiques, ce qui émane bien sûr de plusieurs facteurs, parmi lesquels donc l'absence des enseignants, des étudiants, le non-respect de contenu, un grand nombre de professeurs, comme l'a indiqué d'ailleurs le rapport de la Cour des comptes, n'assure aucun cours au niveau de la licence, ce qui conduit bien sûr à avoir des conséquences qui sont néfastes. Alors, ceci va conduire à un écart entre les diplômes et les compétences acquises. Et par conséquent, bien sûr, à un écart entre compétences acquises et les compétences acquises sur le marché du travail, c'est-à-dire les compétences demandées sur le marché du travail. Ce qui va conduire normalement, bien sûr, au moins va favoriser, bien sûr, le taux de chômage. En partie, bien sûr, parce que le phénomène est tellement compliqué. Alors, traditionnellement, l'obtention des diplômes est sanctionnée par une reconnaissance officielle des compétences acquises, bien sûr. Mais actuellement, on assiste à une remise en cause de cette équation. Donc, toujours la reconnaissance est là, bien sûr, mais la question, est-ce que les diplômes, ça garantit la compétence ou non? Voilà, c'est une question que posent surtout les employeurs. Donc, nous avons un vrai problème de gouvernance universitaire. Ainsi, on peut dire que cette inadéquation entre diplôme obtenu et exigences de marché du travail, et pour être objectif, ça provient de deux facteurs déterminants. Nous avons donc des facteurs subjectifs, à savoir le problème de gouvernance, que ce soit le problème de gouvernance pédagogique, c'est-à-dire tout ce qui est en relation avec l'absentéisme, le non-respect des contenus des programmes, l'absence de l'orientation ou bien mauvaise orientation des étudiants au niveau universitaire. Nous avons des programmes inadaptés à l'environnement socio-économique et qui ne sont pas bien sûr alignés avec l'économie de la connaissance.
Au niveau de la gouvernance de la recherche scientifique, nous avons un problème aussi, c'est-à-dire l'absence de collaboration avec les entreprises, ainsi de suite. Au niveau de la gouvernance financière, nous avons un grand problème, c'est-à-dire manque de transparence dans les marchés, dans les passations de bons de commande, ainsi de suite. Et ce n'est pas bien sûr sans conséquences. Nous payons bien sûr de graves conséquences. Au niveau de la gouvernance administrative, la même chose. Nous avons donc l'administration tolère souvent donc l'absence. Il y a une sorte de connivence, donc l'absence des enseignants, des étudiants, le rattrapage des cours, ainsi de suite. Et nous avons un grand problème qui est bien sûr le manque de transparence pour l'accès de certains diplômes, à savoir licence professionnelle, master, doctorat, ainsi de suite. Et bien sûr avec de grandes conséquences. Donc à cet égard, je tiens à signaler donc le rapport de la Cour des comptes de 2018 qui a souligné donc l'absence du bilan horaire effectivement dispensé. C'est une cotation. Donc l'absence du bilan horaire effectivement dispensé dans certaines facultés a posteriori, c'est-à-dire on ne dispense même pas le volume horaire effectivement réalisé. Et qui n'assure, donc il y a certains professeurs, un nombre important des professeurs n'assurent aucun cours au niveau de la licence, qui se traduit par des gros concours effectifs bien sûr, et qui pèsent lourdement sur la qualité des enseignements, l'outcomes, et la réalisation et la répartition des efforts des enseignants. Ainsi donc on constate qu'il y a une relation très étroite entre l'insertion professionnelle des jeunes et la thématique bien sûr de la gouvernance universitaire. Alors, pour être objectif, donc, il y a des facteurs objectifs. Par exemple, c'est-à-dire en dehors de la compétence de l'université, à savoir la massification de l'enseignement supérieur, et d'ailleurs c'est un phénomène mondial, problème de financement, ainsi de suite. Alors, tous ces facteurs, que ce soit subjectifs ou bien objectifs, ça va conduire bien sûr à l'augmentation du taux d'encadrement et par la suite la dégradation de la qualité des enseignements, l'inadéquation par conséquent entre formation et exigeante. On peut même aller plus loin, donc l'augmentation du taux de chômage. Donc on tombe dans un cercle vicieux. Alors, comment peut-on s'en sortir donc, de ce cercle vicieux? Donc bien sûr, il n'y a pas de solution miracle, mais bien sûr, on peut proposer des solutions. Donc, le problème de la gouvernance, c'est un véritable problème, parce qu'en l'absence d'une gouvernance réelle, on va toujours donc subir les problèmes d'efficacité, de problèmes de qualité d'enseignement supérieur, ainsi de suite. C'est pour cela qu'il faut prendre des mesures. Donc, on a proposé quelques mesures, parmi lesquelles, bien sûr, l'acceptation du rôle de l'inspection générale de l'enseignement supérieur. Donc, il faut, à l'instar de l'enseignement général, donc il faudra donc y mettre des notes pour garantir le temps universitaire, à l'instar de temps scolaire, ainsi de suite. Puis donc, il faut réviser aussi l'ingénierie pédagogique, il faut explorer l'éthique, ainsi de suite. En matière de relations avec l'environnement, bien sûr, il faut renforcer donc les liens avec l'environnement socio-économique, donc par l'adaptation d'une manière permanente des programmes aux exigences de l'environnement, bien sûr par l'instauration de dispositifs de collaboration. Voilà, c'est un défi parce que c'est simple comme ça, mais comment va-t-on concrétiser donc l'instauration des dispositifs de collaboration permanente entre universités et entreprises? Parce qu'on trouve des professeurs qui veulent travailler donc avec l'environnement, mais ils n'ont aucun statut spécial. Donc j'avais d'autres points on avait parlé de la politique de formation aux États-Unis et puis donc l'expérience américaine en matière de formation. Vous savez donc l'enseignement supérieur américain sont les meilleurs au monde, toujours top ranké, 60%. Voilà, donc est-ce que vous connaissez que 60% des lauréats des prix Nobel sont des Américains depuis 1930? Donc l'expérience américaine, il faut l'exploiter, il faut l'étudier. Est-ce que vous connaissez que le MIT et que le Massachusetts Institute of Technology occupe la 4e puissance économique? Donc aussi la Silicon Valley, donc le PIB des entreprises qui sont à peu près 6 000 entreprises installées à Silicon Valley, ça égalise le PIB de Chili, un pays comme Chili. Voilà, pour conclure, pour ne pas s'attarder là-dessus, donc je vais dire en guise de conclusion qu'on peut avancer dans l'insertion des jeunes diplômés est étroitement liée à la problématique de la gouvernance universitaire. Alors, si l'on veut améliorer le taux d'insertion des jeunes diplômés, il faut absolument réviser notre gouvernance universitaire. Et cependant, la problématique de l'insertion
professionnelle des jeunes est tellement complexe qu'il, bien sûr, exige l'implication de toutes les parties prenantes, que ce soit les familles, les étudiants, le système éducatif, les entreprises, l'administration, ainsi de suite. Bien sûr, on veut d'étudier profondément les origines du problème et d'en trouver les solutions adéquates. Merci de votre attention. Merci. Merci beaucoup. Si je me permets juste de résumer brièvement, après je vous donne la parole. Si vous avez remarqué un peu la richesse de notre intervention, et ça nous dit à quel point l'enjeu et il y a plusieurs facettes et puis on peut juste les classer sous forme des facteurs individuels, que ce soit les soft skills, la maîtrise du français, ça peut être au niveau organisationnel, ça peut être au niveau institutionnel, le système d'éducation, est-ce que c'est la famille, est-ce que c'est le gouvernement, donc ça peut être même certains aspects culturels. Donc vous voyez un peu que c'est pas, quand vous parlez un peu, il n'y a plus de politique qui va viser le problème. Et peut-être c'est là où on voit un peu le rôle de l'observatoire, où il faut avoir des données. Parce que si on veut suggérer et promouvoir certaines politiques, il faut avoir des données. Il faut faire de la recherche. La recherche, ça peut être quantitatif, que qualitatif, c'est complémentaire. Donc ça nous permet de saisir un peu ces enjeux-là. Et ces recherches vont nous permettre non seulement de comprendre, de prédire, mais aussi d'évaluer. On a vu un peu l'importance de l'évaluation de toutes les pratiques qui sont mises en place de notre forme d'apprentissage. Alors, j'espère que ça nous donne un peu une idée sur les orientations qui sont en termes de collecte de données, en termes de recherche, en termes de recommandations aussi. Alors, je vous laisse la parole. Oui. Après. Oui, Bernard Gillet. Alors, les questions d'emploi, je suis dessus depuis 1972. Je suis pas tout jeune, je ne suis pas un perdreau d'années. Mais vous venez de parler, Monsieur le Président, de données, de recherche à faire. Des données, il y en a. Et le problème des données, c'est qu'on ne les donne pas à ceux qui vont aller se former, qui vont aller à l'éducation technique, professionnelle, universitaire, on ne leur donne pas avant. Il existe des données du BIT, du Bureau international du travail. Il existe des données de l'OIT. Il existe des données du Code ROM, le répertoire opérationnel des métiers et des emplois, qui définit quels sont les métiers. C'est-à-dire qu'on cherche aujourd'hui, on va sur Internet, on cherche, j'ai envie de faire ça, quelles sont les contraintes, quel est l'environnement, etc. Donc mettre la charge uniquement sur la gouvernance universitaire, je trouve qu'aujourd'hui c'est une faute. Parce que l'éducation, elle commence à la maison. Donc il faut que tous les partenaires, il faut arriver à décloisonner tout ça. Je veux dire que le mouvement de mai 68 en France, qui a amené les étudiants dans la rue, et qui a amené des accords de Grenelle et de Varennes, qui a amené des textes qui régissent la sécurité de l'emploi, et qui disait déjà, l'accord du 11 février 69, qui disait qu'il y a inadéquation des formations avec l'emploi. Je suis encore membre du CREFOP, Comité régional emploi, formation, orientation professionnelle à Marseille. Je vais vous raconter une petite histoire. Le 15 juin 2015, on était en réunion pour parler d'une stratégie régionale en termes d'emploi, donc les partenaires de différents horizons. On nous sort des statistiques de 2010 au PowerPoint. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire qu'aujourd'hui, en appuyant sur un bouton, on peut savoir instantanément les emplois qui sont en tension. Ça veut dire qu'on n'a pas envie de trouver des solutions. Ça veut dire qu'on est consommateur de nos propres fonctions liées à l'emploi, liées à l'insertion. Il faut faire une révolution. Cette révolution, ce sera seulement, et moi je suis content, je suis là pour ça ici aujourd'hui, quand on arrivera, moi je suis un homme de terrain, je ne suis pas un universitaire, je n'ai jamais fréquenté l'université, mais quand on arrivera à rapprocher les familles de l'université, de l'entreprise et des étudiants de l'entreprise, etc., on ne les mettra pas dans une impasse. La Wafa qui a parlé tout à l'heure, et j'ai regretté qu'elle n'ait pas prononcé cette chose-là, elle a parlé les enseignants qui ne parlent pas le français. Mais n'a-t-on pas arrêté l'enseignement du français en 1982 au Maroc? Donc toutes ces générations qui maintenant sont des enseignants, est-ce qu'ils ne sont pas victimes de ce qu'on a fait par le passé? Donc il faut le dire, il faut savoir le dire, et il faut savoir rattraper ça. Alors moi par exemple, je suis quelqu'un qui apprend le français, je donnerais volontiers en échange d'apprendre de Darija ou le marocain,
des cours et qu'on échange, que des jeunes Marocains m'apprennent à moi de mieux comprendre le Darija, mis à part 15 ou 20 mots que je comprends, mais on a des choses à mettre en place. On a une révolution à faire dans tous les pays, en France ou ailleurs, parce qu'on ne prend pas en compte, chacun est cloisonné. Il y a l'école d'un côté, il y a l'usine de l'autre, il y a la famille de l'autre côté. Et vous l'avez dit, notre famille, les 4 générations qu'on trouve dans les entreprises au Québec, eh bien c'est l'image de toutes les sociétés. Et c'est dans le microcosme d'une entreprise que l'on voit ça. Mais si on ne veut pas regarder tout ça, on va dans le mur, on continue à aller dans le mur. Moi, j'ai entendu ces jeunes Marocains, parce qu'il y a des jeunes subsahariens ici qui sont en recherche ou en passage pour passer de l'autre côté, mais le nombre de jeunes Marocains qui me demandent, à moi, Bernard, qui suis ici, tu peux pas m'aider à partir, tu peux pas m'aider à faire ça, c'est dramatique, parce que l'avenir, il est en Afrique, il n'est pas de l'autre côté. Merci beaucoup. Moi, je pense que c'est la beauté de ce forum où on peut avoir des perspectives différentes et puis ensemble, peut-être, on va trouver la voie pour avancer. Alors, juste, je voulais vous montrer quelque chose. Vous voyez, là, il y a des personnes autour de moi qui ont des diplômes. On leur donne une présence. Ça fait partie des choses aussi, ça fait partie du folklore. On donne des récompenses dont on ne peut pas se servir. Elles ne sont pas fonctionnelles. C'est-à-dire que personne va se débarquer dans une entreprise avec son petit diplôme. Il va en avoir une pile, il ne sait pas quoi en faire. Mettons en place un passeport pour la réussite. Le Canada, vous connaissez ce que c'est, le passeport pour la réussite. Alors faisons-le ici, avec d'une part les formations, on les fait tamponner, on fait valider, et après il y a des actions qui ne sont pas dans la formation, mais ça fait partie de la formation informelle, ça fait partie des qualités. Par exemple, on donne des visas. Un visa pour la ponctualité, le respect des engagements, un visa pour la paix, des visas que l'on donne qui sont des qualités importantes pour trouver un travail. Parce qu'on peut être bardé de diplômes. Si quand on est secrétaire, on ne sait pas dire bonjour, on n'aura pas de travail. Oui, merci. Alors, moi, je rejoins ce qu'a dit monsieur, et je voudrais insister sur la langue française. Pourquoi ? Ça fait 16 ans que j'enseigne dans cette université. Je suis issue du milieu administratif. J'ai fait autant d'années dans l'administration et autant dans l'enseignement. J'enseigne des matières que j'ai pratiquées sur le terrain, mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que je me suis rendu compte que le mobile de la communication était la langue. Au Maroc, nous avons, lorsqu'on voit ce qu'on a fait en matière de politique publique, c'est vrai qu'on a fait de la massification. Tout le monde va à l'école très bien. Mais le problème, ça a toujours été au détriment de la qualité. Tout le monde va à l'école. Quand on voit nos étudiants, nos licenciés, nos titulaires de master et de doctorants, mais je ne vous cache pas, moi j'en suis malade. Quand vous n'avez pas ce mobile de la communication, vous avez beau avoir, monsieur tout à l'heure a parlé de la bonne gouvernance. Bien, d'accord, mais avec de la bonne gouvernance, on ne change pas la donne. La donne, c'est la maîtrise de la langue, le mobile de la communication. Quand vous n'avez pas ce mobile, vous ne pouvez pas communiquer et vous ne pouvez pas être sur le marché de l'emploi. Tout simplement, tout simplement. Alors au Maroc, le Maroc est un cas particulier. Pourquoi ? Parce qu'en fait, notre langue maternelle, c'est l'arabe. Donc, nous parlons arabe. Ils font de l'arabe pendant tout le primaire, et quand ils arrivent à l'université, tous les enseignements sont dispensés en français. Donc on est vraiment un cas particulier qui mérite d'être étudié. Nous avons un problème grave, le problème de la maîtrise. Et s'il y a un problème d'insertion entre l'emploi et la maîtrise de la langue, c'est parce que nos jeunes ne maîtrisent pas le français. Et c'est ce qui explique la massification de l'éducation et massification des jeunes diplômés chômeurs. Merci beaucoup. Voilà. Merci madame. Merci Bernard pour votre commentaire très très noté. Beaucoup de la langue française que je partage avec vous, mais je vous dis, s'il vous plaît, l'avenir tourne autour de l'anglais aussi. L'avenir de la planète. Je ne dis pas que le fait d'avoir abandonné le français dans notre système éducatif, on a gagné. Au contraire, on a perdu plein de choses et plein de présentations de montrer cela. Mais je vous le dis, d'autres langues devraient être intégrées dans notre système éducatif
pour pouvoir permettre aux futures générations, qui seraient sur le marché du travail dans le futur, de pouvoir réussir ce passage. Moi, je vais juste revenir sur quelques constats qui ont été faits tout à l'heure par mes collègues. D'abord, Khalid et Khamlet, je vous félicite pour votre présentation. Une chance que vous n'êtes pas les premiers à passer, sinon ils nous auraient mis à la porte. Vous avez fait tout un procès à la gouvernance universitaire, je suppose, mais c'est un constat de taille, c'est un constat très véridique malheureusement. Je ne veux pas tomber dans la généralisation. C'est les enseignants qui ne maîtrisent pas le français, c'est les enseignants qui n'ont pas les compétences pédagogiques, ou c'est les professeurs qui s'absentent. C'est un problème de société. Ce problème, on le vit dans toutes les sphères de notre société, que ce soit en entreprise, que ce soit dans la rue, que ce soit à l'école, que ce soit à l'université. Je pense qu'il va falloir revoir tout ce mode de fonctionnement de notre société pour pouvoir avancer. L'adéquation travail-emploi est fondamentale. Vous avez bien fait de souligner que des ponts doivent être tissés avec le milieu des affaires si on veut répondre aux besoins du marché du travail. Une dernière statistique, c'est que selon le Forum économique mondial, dans les 30 années à venir, même moi, 40% des enfants qui sont dans nos écoles maintenant, ils vont travailler sur des emplois qui n'existent pas. Ils seraient sur le marché du travail, ils vont faire un travail qui n'existe pas encore. Alors, toutes les compétences dont Bernard parlait tout à l'heure sont fondamentales. Il va falloir développer toutes les compétences que le système scolaire est capable d'aller développer chez nous. Je suis vraiment très content que ces présentations ont suscité beaucoup d'intérêt. Malheureusement, on est tellement limité. On a encore 5 minutes et 3 interventions qui ont arrêté. Mais lui, là, c'était vraiment Moi, je suis doctorante en nucléaire. J'ai travaillé au Maroc, j'ai étudié au Maroc, j'ai travaillé au public et privé. J'ai travaillé à certaines formes de l'enseignement supérieur, donc je connais bien l'enseignement. Ce fait, une partie de notre problème, je pense, c'est qu'on a suivi la France, qu'on suit la France. On avait le bac plus 4, master plus 2, ça veut dire 6, et doctorat. Je fais partie de ces étudiants, on a réussi. Des collègues ont des postes très importants au Maroc ou à l'étranger. La France a réformé, bac plus 3, 5, on a réformé. On voudrait retourner, là, maintenant c'est le bachelor. La France parle du modèle anglo-saxon qui est réussi. On va suivre la France. Maintenant, les universités vont introduire des soft skills. Maintenant, c'est la mode, soft skills, ils vont télé. C'est la solution. Je ne sais pas où est la solution, parce qu'on suit. Il y a juste le programme qu'on met en place. Maintenant, c'est les soft skills qui est la mode, qui va être intégrée. On va chercher les professeurs. La schizophrénie, c'est les mêmes professeurs qui sont au public, donnent des cours au privé. Il y a la qualité au privé. Aussi, on en parle dans le public. Je ne sais pas où le problème est là, on le connaît tous, mais la solution, c'est entre les. Espérons qu'il va y avoir une continuité dans ces travaux de recherche. J'ai juste une information à donner concernant un contrat CIFRE passé entre la France et le Maroc. Il y a un contrat CIFRE qui est le fait des masters qui peuvent partir en France faire leur doctorat. Il y a des conditions qui sont très intéressantes. Ce contrat il a été signé depuis 3 ans. Il y a donc 2017, 2018, 2019. Il devait y avoir une possibilité de 10 contrats par an. On est en déficit de 23 contrats, c'est-à-dire qu'il y en a eu 7. Il y a donc de la place pour 23. J'ai une remarque à faire, c'est que je pense que ce ne sont pas des Marocains, parce que dans plusieurs débats qu'on a eus, on parle de jeunes ou de personnes marocaines. Le Maroc a sur son territoire de nombreux étudiants subsahariens notamment ou d'Afrique centrale. S'il n'y a pas le quota parmi les Marocains, ouvrons le quota pour permettre que ça se réalise. C'est un financement important. Les gens qui touchent 1 700 € pour faire du doctorat pendant 3 ans et qui touchent 7 000 € de dotation annuelle, l'entreprise qui les accueille le touche aussi.
C'est donc des formules qui sont intéressantes et qu'il faut utiliser. Qu'il y ait ce déficit, c'est totalement inadmissible. Merci beaucoup. J'ai les deux ici. Oui, merci Président. Alors, moi c'est Mathieu Hanta, je suis économiste du travail. Et je me réjouis de la présentation des collègues sur la qualité et la concision de leur présentation. J'ai juste un petit souci par rapport à, quand on parle d'adéquation formation emploi-travail, moi qui suis microéconomiste, je raisonne sous deux angles en fait, l'offre et la demande de travail. Parce que nous considérons le travail comme un bien particulier où il y a une offre, une demande qui se rencontre sur le marché. Le marché n'est rien d'autre que le marché de l'emploi. Mais quand on fait l'analyse suivant la demande d'emploi ou bien l'offre de travail, il faudrait aussi avoir un angle suivant l'offre d'emploi. Est-ce que nos économies, les économies africaines, les économies d'Afrique subsaharienne, est-ce qu'elles sont assez productives en termes d'emploi? Parce que dans pratiquement tous les pays d'Afrique subsaharienne, on a des programmes de développement. Sénégal émergent, Gabon émergent, Cameroun émergent. Et il y a des choix des filières, il y a le choix des secteurs d'activité. Quelqu'un l'a dit, je pense, l'aubaine démographique. Comment, sur le choix des secteurs, comment nous pouvons faire pour profiter de cette aubaine démographique? Est-ce qu'on choisit le secteur des cols bleus? Est-ce qu'on choisit le secteur des cols blancs? La plupart de nos pays ont la particularité de faire focus sur le secteur des cols blancs, qui produit pas mal de valeur ajoutée, de production intérieure brute, mais qui ne sont pas assez intensifs en emploi. Donc il faudrait mettre le focus sur le secteur des cols bleus, le secteur industriel, mais aussi le secteur agricole. C'est un secteur qui est pourvoyeur d'emploi, mais qu'on a souvent tendance à laisser en rade au détriment du secteur des cols blancs. Et là, c'est les multinationales qui viennent des étrangers et après ils répatrient tous nos capitaux. Donc là, il y a un souci à se faire par rapport au choix des secteurs. Merci. L'observatoire est là pour écouter ce genre de commentaires. Oui, je suis stagiaire de l'observatoire, donc je ne manquerai pas de formuler des recommandations dans ce sens. Merci. Donc, bonjour, je suis Mohamed Garari, je suis doctorant ici à l'Université de Mohamed V. Et juste, j'aimerais bien mentionner une chose, c'est que lorsqu'on réduit un peu le débat entre de la langue, entre l'arabe et le français et ce Maroc, c'est qu'on ne connaît pas l'histoire du Maroc, et on sait bien, et on ne connaît pas l'avenir de l'humanité. En fait, les Marocains, ils ont une composante très importante de la mazir, la langue amazigh. Il y a beaucoup de Marocains, pour ne pas dire des études génétiques qui disent que les Marocains sont presque une grande partie du génome nord-africain, ça veut dire amazigh. Beaucoup de Marocains parlent amazigh. Ensuite, dans le fondamental, on leur demande d'apprendre l'arabe. Après quelques années dans le collège, on leur demande également d'apprendre le français. Juste après le bac, ou même après le master, on leur dit écoutez, le français c'est bon, c'est dépassé, maintenant il faut faire des recherches en anglais. Donc entre le passé et l'avenir, il y a des acteurs. Chaque fois qu'un acteur est puissant, il prend une décision, sans vision. Au Maroc, on a expérimenté le parti Istiqlal, qui a arabisé un peu toutes les sciences au Maroc. L'apprentissage des sciences. Et ça a été, aujourd'hui on dit, ça a été vraiment une catastrophe. Actuellement, on dit, écoutez, on devrait apprendre l'arabe, mais également l'amazigh, mais le français, mais ensuite il faut vraiment se focaliser sur l'anglais parce que c'est la langue de l'avenir. Pour moi, c'est surtout le manque d'une vision stratégique de l'avenir qui pousse les Marocains à entrer dans ces querelles de langue entre l'arabe, le français, alors que le monde actuellement s'oriente vers une langue, vers l'anglais. La preuve en est, toutes les écoles françaises actuellement, je parle de commerce parce que je connais bien le secteur, intègrent des modules en anglais et ils ont commencé à délaisser le français. Donc pourquoi nous les Marocains, on va s'attacher et on va s'acharner pour défendre le français, alors que ce n'est pas la langue de l'avenir. Et merci. Je vous comprends, je viens de Québec, le débat linguistique, j'en ai ici. Ici j'ai 3 et après la dernière qu'on va manger. Rapidement aussi. Je vous remercie. J'ai entendu toutes les interventions.
Une personne qui a parlé des gens qui sont en situation de handicap. Là, est-ce que nous de la commission d'organisation, on ne sait pas. Mais il y a un problème, parce qu'il y a des personnes en situation de handicap qui sont des entrepreneurs, des personnes en situation de handicap qui cherchent l'emploi, des personnes en situation de handicap qui font les études. Il y a un problème. Je peux vous comprendre, je vous ai entendu aujourd'hui, j'ai laissé un mot sur les personnes handicapées. Pourquoi? Parce que je viens quand même d'un pays aux étudiants maintenant, quand on leur dit mettre une pratique seulement pour les personnes âgées, c'est discriminatoire. Mettre une pratique pour les femmes seulement, c'est discriminatoire. Vous savez qu'on parle plus maintenant d'équilibre travail-famille, on peut équilibre vie personnelle. C'est pour ça la notion de risque et voir un peu qu'est-ce qu'on peut donner pour la transition, que ce soit pour les jeunes femmes, la notion de diversité. Ça peu importe les personnes, on s'attaque au risque. Comment on peut enlever les obstacles pour peu importe. Alors merci beaucoup de me rappeler encore. J'ai les deux qui... Il faut améliorer la gouvernance. Plus fort, s'il vous plaît. Mais avoir un bon diplôme, un diplôme de qualité ne garantit pas non plus. Donc il y a besoin du marché. Et ce n'est pas au diplôme. Il faut avoir un diplôme de qualité, c'est une condition nécessaire, elle n'est pas suffisante. Mais à un certain temps, il y avait des recommandations. Il parlait de l'instruction pédagogique. À l'université, il ne faut pas parler de ça. Alors, je vous conseille de l'enlever de votre présentation parce qu'il y a l'autonomie pédagogique à l'université. Et par la force de loi. Donc, peut-être, il faut renforcer. Non, il faut. La liberté académique. Je parle en tant que prof. Il faut rester universitaire. Sinon, on va faire la formation avant le bac, après le bac. Ça ne sert à rien. Donc, merci beaucoup. J'ai encore deux ici. J'aimerais juste répondre par rapport à madame tout à l'heure pour le profil des enseignants français. Vous en avez parlé tout à l'heure, l'enseignant du français, il vient d'un système arabisant. D'abord, le problème, ce n'est pas de trouver, ils ne trouvent pas les centres de formation des enseignants. L'ENS, l'école normale supérieure, des années, ils n'ouvrent pas de formation parce qu'ils ne trouvent pas les bons profils. Et c'est un métier qui n'est pas attirant. Donc, on n'attire pas les meilleurs profils. Donc, ceux qui ne trouvent rien, ils vont vers l'enseignement. Donc, pour eux, ce n'est pas une vocation. Je réponds par rapport aux soft skills. Soft skills, le ministère fait la promotion de la réforme avec les soft skills. Sachez que les soft skills dont on parle aujourd'hui, moi, je les ai enseignés depuis 2003. Mes enseignants nous les ont enseignés depuis 1994. Ils ont intégré ça sous une autre appellation, technique d'expression de communication. On avait un module depuis 2003 dans les établissements à accès ouvert, les facultés. C'était dans les écoles, les ENCG, les écoles d'ingénieurs, mais avec la réforme LND, il y avait cette... D'ailleurs, ils ont fait la promotion de la réforme LND avec ce module-là, le module entrepreneuriat, les modules transversaux, le module technique d'expression de communication et l'informatique. C'est avec ça qu'ils avaient fait. Et les soft skills, on les faisait sur 3 ans. Mais attendez, pourquoi? Oui, c'est une autre appellation. Le problème qui se posait, le nombre n'était pas suffisant, donc les universités recouraient à des vacataires. Par souci d'économie, ils se sont dit, au lieu de dispenser le module sur 6 semestres, on va le dispenser sur 2 semestres. Donc on ne disposait le module que sur 2 semestres. Et je reviens à la langue française. Moi, actuellement, pour améliorer l'employabilité, il faut le français. Parce que les entreprises au Maroc aujourd'hui, elles demandent le français. Il y a le directeur des usines de Renault qui est allé dans une rencontre avec l'OFPBT et leur a dit, donnez-moi des lauréats qui parlent très bien français, je les prends. Merci beaucoup. La dernière intervention. Merci, je suis Ndeye Marifal. Alors moi, en tant que francophone, je dis bien francophone, parce que je fais la différence entre être francophone et être français.
bien que par le passé avoir été française de par la colonisation de mon pays par la France. Mais je me sens francophone et nullement française. Donc, je considère que le fait de dire que parce qu'à l'heure actuelle, il y a une langue prédominante qui est la langue anglaise, on devrait laisser le français de côté et s'occuper de l'anglais, je ne suis pas d'accord. En tant qu'Africaine, parce que quand on vient de l'Afrique au sud du Sahara, nous sommes plurilingues dès la naissance. On parle plusieurs langues en même temps dans notre environnement familial. Donc ce qui est déjà le cas, puisque vous me dites Amazigh, plus le français et l'arabe, il faut développer le plurilinguisme. C'est ça notre diversité humaine. Accepter d'être phagocyté par la pensée unique de la langue anglaise et de la globalisation, c'est accepter. Et je suis sûre qu'on l'a déjà accepté, parce que ça c'est un fait du capitalisme, accepter que nous sommes des ressources humaines au service de l'économie et non l'inverse. Il faut qu'on inverse cela, que l'économie devienne au service de l'humain et pas nos ressources humaines au service de l'économie. Et je crois que ça, l'université devrait effectivement y penser. Merci. Merci. Vous avez l'exemple d'une université anglophone, ils ont décidé que tous les programmes doivent être associés à une école de gestion. Et que ce soit en ingénierie ou en sciences sociales, ils doivent suivre des cours en gestion, des cours en langue. Et vous savez, l'idée, pourquoi l'idée, c'est que pour ceux qui veulent monter leur propre affaire, ça va les aider, mais ceux qui vont échouer aussi dans le domaine des arts, ils vont retrouver un peu ce bagage en gestion qui va lui permettre de se restituer ailleurs. Donc, et l'anglais et le français à l'université, ils l'apprennent comme une sécurité. Ça permet une mobilité, donc ce n'est pas une question de... alors, je comprends, c'est ça, c'est une sécurité qu'il appelle comme ça, il appelle life skills, comme la natation. Merci beaucoup. Merci.